Bonsoir et bienvenue dans ce premier épisode des Secrets du droit international. C'est une série audio qui va durer 10 jours et qui sera quotidienne et au cours de laquelle nous reverrons ensemble quelques grands concepts du droit international public. Ces concepts pourront vous aider si vous pratiquez le droit international ou si vous avez un examen inopiné qui se présente à vous, et si vous êtes juste là pour vous amuser, j'espère que vous apprendrez quelque chose. Vous n'avez pas beaucoup de temps et moi non plus, donc on va essayer d'aller directement à l'essentiel pour que vous ayez une bonne idée de comment tout ça s'articule. Pour plus de détails, n'hésitez pas à consulter la littérature spécialisée sur le sujet. Mais commençons sans plus attendre avec le premier épisode qui sera consacré à l'État. Les secrets du droit international, épisode 1. L'État. Alors bon, l'État, c'est bien, mais l'État, pourquoi ? L'État, en fait, c'est un des sujets principaux du droit international public. Un des sujets du droit parce que voilà, le droit international régit les activités, les relations entre États. Donc il est important en droit international de savoir qui est un État et qui ne l'est pas. Le droit international retient 3 éléments constitutifs de ce qui constitue un État. On trouve ces éléments dans la Convention de Montevideo. C'est un petit traité qui n'a été signé que par quelques États d'Amérique latine, mais qui est retenu parce qu'on considère qu'il reflète la coutume internationale sur le sujet. Cette convention dit donc que les 3 éléments constitutifs d'un État donc, est un État, quelque chose qui a un territoire, une population et un gouvernement souverain. Bon, petite note, parfois certaines personnes considèrent qu'il y a 4 conditions, un gouvernement et séparément qu'il soit souverain, mais moi je préfère les mettre ensemble, je trouve que c'est plus logique. Il faut que le gouvernement soit souverain. Passons en revue ces quelques éléments. Les 2 premiers, bon, il faut savoir, il n'y a pas trop de controverses, c'est facile de regarder si on en a ou pas. Le territoire, donc, il n'y a pas de limite de taille, il peut même être contesté juridiquement. Voilà, le Vatican est un tout petit État, la Palestine, il y a des morceaux qui sont contestés, mais on ne conteste pas que le territoire est là. Il faut en fait un endroit où l'État se trouve. On ne peut donc pas créer des États sur Internet ou sur des îles artificielles, comme c'est déjà arrivé. La population, pareil, pas de limite de taille non plus, voilà, il peut y avoir beaucoup de gens comme il peut y en avoir très peu, comme à nouveau au Vatican. Il s'agit surtout de voir s'il y a des gens, voilà, qui constituent la population de l'État. Un petit exemple particulier, donc c'est le cas du triangle de Bir Tawil. C'est une toute petite zone située entre l'Égypte et le Soudan, qui par une bizarrerie d'indifférent territorial n'était revendiquée par personne. En 2014, un homme est venu de Virginie aux États-Unis et il y plante son drapeau pour devenir le roi de ce tout petit pays, et comme ça, sa fille peut en devenir la princesse. Oh là là, c'est tout mignon. Mais ça ne fait pas un État puisque personne n'habite vraiment là-bas, c'est juste un morceau de désert. Bref, voilà, territoire, population, assez rarement de contentieux à ce sujet. Le gouvernement, en soi aussi, c'est assez simple, c'est assez libre comme forme. Voilà, peu importe que le gouvernement soit démocratique ou soit une dictature, il faut en fait qu'il y ait une personne ou une organisation qui exerce les pouvoirs publics sur ce territoire. La deuxième partie, donc le gouvernement souverain, la souveraineté, c'est là finalement que se trouve la plupart du contentieux. Dans les faits, il faut qu'il n'y ait personne de même nature au-dessus du gouvernement qui le domine. Et donc, en général, ça impliquera donc que l'État est indépendant. Pour donner des exemples, voilà, une ville, ça a un territoire, ça a une population et ça a un gouvernement, le gouvernement municipal, mais ça n'a pas la souveraineté. Parce que justement, au-dessus de la ville, il y a en général le gouvernement, enfin en général et même toujours, le gouvernement du pays qui domine. Alors que, au contraire, un État, la Belgique, voilà, il y a effectivement cette idée de souveraineté qui veut dire qu'il n'y a aucun autre gouvernement qui soit au-dessus de la Belgique. En général, cette souveraineté s'analyse objectivement dans les faits, donc on voit, voilà, est-ce que le gouvernement rend des comptes à un autre gouvernement du même type. Tant qu'il y a une certaine stabilité et peu de contestation, voilà, en général, on a cette souveraineté. Voilà, on a donc vu ces quelques éléments ici qui permettent de voir à un instant T si telle ou telle entité est un État. C'est assez pratique, mais ça ne dit rien sur la création d'un État en lui-même. C'est donc ce dont on va parler maintenant. La création d'un État, de nos jours, elle se passe plutôt par la sécession, puisqu'il n'y a plus de territoire qui soit vide et qui puisse être colonisé pour former un État. Bon, on a vu Bir Tawil, mais ça c'est une exception. En général, lorsqu'un nouvel État se forme, c'est qu'il s'est séparé d'un État existant. Et donc c'est intéressant de voir comment cette sécession se produit. D'abord, la sécession, il faut savoir que c'est avant tout une question de fait. Traditionnellement, on dit qu'en droit international, rien n'interdit ni ne permet la sécession. En fait, on veut juste dire que voilà, le droit international ne se prononce pas à ce sujet,
pour éviter d'encourager ou d'interdire au peuple qui souhaiterait se séparer de se séparer. Voilà. Donc on n'aborde pas ça dans la sphère juridique. Et donc dans les faits, qu'est-ce qui se passe ? On a une déclaration d'indépendance, donc imaginons voilà une région, la Flandre par exemple, déclare son indépendance, et donc elle dit voilà, moi je suis toute seule, maintenant je suis un vrai État, et voilà. Là ça devient un peu malaisant, parce que donc l'État central, lui, il va dire bah non, moi ça fait toujours partie de mon pays, alors que la région va dire ah non, non, moi je suis toute seule, voilà, c'est fini. C'est chaud, et ça peut durer longtemps. En vrai, ce que l'État sécessionniste, donc la région qui s'est séparée, attend, et qui lui permettrait d'avoir une sécession pleinement réussie, c'est l'accord de l'État central. Donc par exemple ici dans le cas de la Belgique, si la Flandre voulait se séparer, il faudrait l'accord du gouvernement fédéral belge sur cette séparation pour avoir une sécession réussie. Évidemment c'est assez rare, mais dans un monde parfait, donc voilà, déclaration d'indépendance, et puis directement l'État central accepte sécession réussie. Et en fait, ce monde parfait, il existe au Soudan. Je ne pensais pas dire cette phrase un jour, mais c'est comme ça. Le Soudan du Sud, c'est le plus jeune pays des Nations Unies. Alors il y a eu récemment des dissensions entre les ethnies du Nord et du Sud, suivies par un référendum où on a décidé, le Soudan du Sud a décidé de se séparer, il a pris son indépendance et le Soudan l'a accepté. Sublime. Donc c'est dans cette situation, la sécession, elle repose essentiellement sur la reconnaissance par l'État central de la région sécessionniste. Ça a bien marché au Soudan, mais par contre il y a des situations qui sont plus compliquées. Au Kosovo, par exemple, le Kosovo est une région sécessionniste qui s'est séparée de la Serbie, mais la Serbie n'a encore jamais reconnu l'État du Kosovo. Et du coup, sa situation reste un petit peu difficile, il n'est pas entré dans les Nations Unies, etc. Voilà, c'est un peu vague, même si de nombreux autres États les ont reconnus. Et justement, puisqu'on parle de cette reconnaissance des États, qu'est-ce qu'elle apporte en droit international ? Le fait pour un État de reconnaître l'existence d'un autre État, c'est important parce que c'est la base entre eux de toute relation diplomatique. Mais la question se pose de savoir si cette reconnaissance a un effet au moment de la création de l'État. Sur ce point, il y a deux écoles qui s'affrontent. D'un côté, la théorie de la reconnaissance constitutive de souveraineté, et de l'autre, la théorie de la reconnaissance déclarative de souveraineté. Chacune de ces théories a quelques avantages et quelques inconvénients. D'abord, la théorie constitutive, elle considère qu'un État ne devient souverain que s'il est reconnu comme tel par les autres. Alors pourquoi pas ? Mais combien d'États alors doivent reconnaître cet État pour qu'il devienne souverain ? Ça pose problème. Voilà, le Kosovo a été reconnu, je crois, par 130 États, quelque chose comme ça, et pourtant sa situation ne s'est pas vraiment stabilisée. La théorie déclarative, de l'autre côté, voudrait simplement que la reconnaissance soit une constatation toute simple de l'existence en fait des éléments, territoire, population, souveraineté, qui forment l'État. Mais alors du coup ça ne sert pas à grand chose, et ça veut dire que c'est seulement les faits qui peuvent définir l'existence d'un État. Voilà donc les deux théories qui existent sur le sujet. Une chose dont on est sûr, c'est que la reconnaissance crée des effets relatifs entre les États, et éventuellement qui pourraient avoir un certain poids dans la communauté internationale, mais au niveau de la création de l'État, il n'y a pas vraiment de consensus à ce sujet. Donc voilà, on l'a vu, les États sont souverains. Concernant la reconnaissance, ils sont également libres de reconnaître tout État qu'ils souhaiteraient reconnaître. Il y a peut-être juste deux exceptions. Premièrement, ex injuria ius non oritur. C'est un adage latin qui veut dire « d'une situation illégale, aucun droit ne peut naître ». Alors ça, c'est un cas particulier où, en raison de violations majeures du droit international, il ne faudrait pas reconnaître une situation qui en découle. Ici, la création d'un État. C'est par exemple ce qui s'est produit pour la République turque de Chypre Nord. C'est un État qui a été déclaré indépendant suite à l'invasion par la Turquie du nord de l'île de Chypre. Invasion, c'est donc une violation, donc il ne faudrait pas reconnaître. Et en général, dans ces conditions, le Conseil de sécurité des Nations Unies prend une résolution qui encourage les États à ne pas reconnaître cette situation illégale. À l'heure actuelle, la République turque de Chypre Nord n'a été reconnue que par un seul État, la Turquie. Une autre limite à cette liberté de reconnaissance des États, c'est la reconnaissance prématurée. Quand un autre État reconnaît parfois un nouvel État trop tôt. Cela peut être vu comme une intervention dans les affaires intérieures de l'État central, donc de l'État duquel ce nouvel État se sépare. Imaginons, suite à des élections, la Flandre a très envie de quitter la Belgique. Voilà, ils le font savoir, c'est la crise comme on connaît un petit peu d'habitude. On en discute, voilà, il y a des pourparlers, et puis d'un seul coup, bim, les Pays-Bas reconnaissent directement la Flandre indépendante. Les discussions n'avaient pas abouti, et on pourrait du coup accuser les Pays-Bas
de mettre un peu de l'huile sur le feu dans les affaires de la Belgique, et d'être intervenu donc dans les affaires alors que la Belgique est encore entière. Et donc dans ce cas-là, voilà, lorsqu'il y a des reconnaissances prématurées, elles pourraient tomber sous le coup de cette interdiction d'intervenir dans les affaires d'un autre État. Voilà donc tout ce qu'on peut dire sur la reconnaissance. A priori, pas de limite sauf ces deux-là. Et voilà, concernant son effet, il est surtout relatif et n'influence pas vraiment l'existence de l'État dans les faits. Alors un autre concept qui est souvent lié au concept d'État et au concept de déclaration d'indépendance, c'est celui de droit à l'autodétermination. On l'appelle aussi droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et comme son nom l'indique, il signifie qu'un peuple a le droit de choisir ce qu'il veut faire de son futur. Que ce soit rester comme ça, devenir indépendant, ou même rejoindre un autre État. C'est un droit qui est né au moment de la décolonisation. Il a pris forme dans les résolutions 1514 et 1541 de l'Assemblée générale, qui ont été prises en décembre 1960, et il a ensuite été complété par la résolution 3314 de 1974. Ce droit à l'autodétermination s'applique à 3 situations particulières. Premièrement, les colonies, deuxièmement, les peuples sous régime raciste, et troisièmement, les peuples sous domination étrangère. La colonie, c'est essentiellement la catégorie à portée générale. Voilà, toutes les colonies ont le droit à l'autodétermination. Une colonie est définie avec plus de précision par l'Assemblée générale comme un territoire géographiquement et ethniquement ou culturellement distinct d'une métropole qui exerce sur lui un état de subordination. Il était important de définir ceci pour être sûr que des régions comme la Flandre ou le Kosovo ne disent pas « voilà, moi je suis une colonie », alors qu'ils n'en sont pas. Les deux autres critères, eux, ils visaient, à l'époque où ils ont été instaurés, des situations bien particulières. Le régime raciste, notamment, c'est le régime de l'apartheid en Afrique du Sud. La domination étrangère, c'est celle de la Palestine ou du Sahara occidental. Aujourd'hui, il existe une liste des Nations Unies des territoires considérés comme non autonomes et donc qui auraient droit à l'autodétermination. À ce jour, cette liste comprend 17 territoires non autonomes, le Sahara occidental qui est donc un territoire occupé, et puis 16 colonies qui sont des colonies du Royaume-Uni, de la Nouvelle-Zélande, des États-Unis et de la France. Si vous voulez savoir si un peuple a le droit à l'autodétermination, regardez donc s'il rentre dans un de ces 3 critères, ou mieux, regardez sur la liste. Il faut faire attention toutefois, donc, le droit à l'autodétermination, ce n'est pas la même chose qu'un droit à l'indépendance, il n'y a pas de droit à l'indépendance. Le droit à l'autodétermination peut mener à une indépendance, mais il peut aussi mener à d'autres possibilités. Ça ne veut pas dire non plus que l'État doit forcément se séparer de ces territoires non autonomes, mais plutôt qu'il doit les soutenir dans la prise de décision quant à leur futur. C'est notamment ce que fait la France lorsqu'elle organise des référendums en Nouvelle-Calédonie pour voir si la Nouvelle-Calédonie veut ou pas rester en France. Ça, c'était donc le droit à l'autodétermination. À côté du droit à l'autodétermination, il y a aussi, ça c'est une petite théorie un petit peu curieuse, celle de la sécession remède. Remède comme un médicament, et pas romaine de l'Empire romain, comme j'ai cru la première fois qu'on en a parlé. C'est une doctrine selon laquelle un peuple qui subirait d'importantes persécutions de la part de l'État où il vit pourrait avoir un droit à la sécession. On pourrait imaginer par exemple les Ouïghours en Chine qui se font persécuter et qui du coup auraient le droit de séparer leur territoire du territoire de la Chine. Mais c'est une théorie qui n'a jamais vraiment été acceptée et on ne peut pas vraiment l'invoquer avec succès aujourd'hui. Enfin, le dernier point qu'on va voir aujourd'hui, c'est celui de la succession d'États. Voilà, la question de la succession d'États se pose donc quand 2 États se séparent, voilà, comment gérer les obligations de l'État, que faire des enfants, c'est une question classique en cas de séparation. Et la réponse est finalement que c'est difficile à dire. En matière de traité, il y a bien la Convention de Vienne sur la succession d'États en matière de traité, mais elle n'a que 15 ratifications. Donc, bof. En général, ça dépendra un peu des accords entre les États et de comment s'organise cette séparation. En théorie, on peut distinguer généralement 2 situations. La succession véritable, d'une part, voilà, où un État perd un morceau, la Flandre qui se sépare de la Belgique, la Catalogne qui se sépare de l'Espagne. Dans cette situation, il est généralement admis qu'il restera un État continuateur, l'État central, qui garde les obligations, et un nouvel État qui lui doit re-signer, re-ratifier les traités, re-entrer dans les organisations internationales, etc. Ce qui s'est passé notamment dans le cas de l'éclatement de l'URSS, où la Fédération de Russie est restée l'État continuateur, et les autres, c'était tous des petits nouveaux.
Un autre cas, c'est celui de la dissolution, où aucun État ne subsiste. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'ils se sont désintégrés, mais qu'il ne reste que des nouveaux États après cette sécession. C'est par exemple le cas de la Tchécoslovaquie qui s'est séparée dans ce qu'on appelle le divorce de velours en 1993 et qui a marqué la fin totale du pays Tchécoslovaquie et la création de deux nouveaux États, la République tchèque et la Slovaquie. Ces deux États étaient égaux et ils ont chacun demandé leur adhésion aux Nations Unies le même jour. Par contre, ils ont demandé qu'on considère que tous les traités qui avaient été signés par la Tchécoslovaquie étaient maintenant signés par la République tchèque et la Slovaquie. C'était plus facile comme ça. Voilà pour la succession d'États. On voit donc que ce qui prime essentiellement, c'est l'accord entre les États et comment ils s'organisent dans cette séparation. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouve donc demain pour un nouvel épisode sur quelques questions de souveraineté. Au revoir.